Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Regards croisés sur l'emploi des travailleurs expérimentés, dit également seniors. Au fil des différents épisodes, nous avons vu que trouver ou retrouver un emploi, passé 50 ans, n'est pas impossible, mais que le parcours est semé d'embûches et est souvent long. Les causes possibles, nos représentations autour de l'âge, les préjugés affublant les seniors parfois, et le grand nombre de demandeurs d'emploi sur certains métiers. Mais nous avons vu également des messages positifs. Dans les métiers pénuriques, les seniors sont les bienvenus, l'expertise peut être valorisée en travaillant à la mission, des formes d'emploi alternatives peuvent être envisagées, au moins de façon transitoire, de nombreux dispositifs existent pour se former et être accompagnés, et que des entreprises sont tout à fait favorables aux profils expérimentés. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le ressenti des personnes en transition professionnelle en bénéficiant du regard d'accompagnante. Pour cette table ronde, nous retrouvons Laurence Cohen-Solal, directrice marketing et communication, et auteure d'un post LinkedIn devenu viral, où elle s'étonnait, après plusieurs centaines de candidatures, d'avoir très peu d'entretiens. Pour tout savoir du parcours de Laurence, de l'histoire de ce poste et de ses conséquences, je vous renvoie, chers auditeurs et auditrices, à l'écoute de notre premier épisode. Bonjour Laurence. Bonjour Loïc, bonjour à tous et à toutes. Nous accueillons avec grand plaisir Ingrid Bergman, directrice de WeJob. Et WeJob est une structure bordelaise qui accompagne des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Et notre troisième invité est Clio Frangiadakis, coach professionnel certifié par la Fédération internationale de coaching et formatrice en management humain des relations. Bonjour Clio. Bonjour Loïc, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous rejoindre. Pour lancer nos échanges, je vous propose une première question, Ingrid. Dans quel état d'esprit arrivent les personnes que vous accompagnez avec WeJob ? Alors, on a évidemment des situations différentes au quotidien, puisqu'on accompagne déjà depuis quelques années des personnes expérimentées et des seniors de plus de 50 ans maintenant. La plupart du temps, on peut dire que ce sont des personnes qui vont être inquiètes de leur situation parce qu'elles ont une vision négative de leur démarche de recherche d'emploi, n'ayant pas réussi jusque-là à trouver un emploi. Parfois, elles peuvent être aussi inquiètes parce qu'elles peuvent être un peu fatiguées sur un métier pour lequel elles voient peu d'offres et sur lesquelles elles ont eu peu de réponses. Et donc, on a souvent une complexité sur la perte de confiance qu'elles peuvent avoir dans leurs compétences, alors qu'elles existent, mais simplement elles ont pu s'éteindre avec leurs difficultés de recherche. On peut aussi avoir des personnes en questionnement sur leur métier, étant donné que certaines compétences sont demandées dans les offres, mais qu'elles ne se retrouvent pas exactement sur ces offres, et que les démarches de recherche d'emploi sont différentes de ce qu'elles ont pu connaître par le passé, et donc avoir besoin d'être appuyées, d'être conseillées sur les façons de faire leur démarche aujourd'hui. Et vous pouvez peut-être nous donner quelques précisions sur l'activité de WeJob ? Alors, WeJob, c'est une structure qui travaille au quotidien pour l'emploi. Dans ces deux dimensions, on a une double activité auprès des entreprises, puisque l'emploi il se génère au sein de l'entreprise qui va se développer, recruter et également faire évoluer ses collaborateurs pour pouvoir se pérenniser. Donc, il est important de les former, de les appuyer dans leur mobilité. Ça, c'est une partie de notre activité. La deuxième partie, c'est évidemment les personnes qui recherchent un emploi, les demandeurs d'emploi, et on a des programmes spécialisés, puisque pour nous, ce qui est important, c'est l'impact, à savoir vraiment d'avoir un très haut niveau de retour à l'emploi. On le fait par plusieurs actions différentes, mais en particulier, on travaille sur le collectif, le retour de la confiance ensemble, mais également le collectif pour bénéficier du réseau les uns des autres. On travaille entre jobbers
qui vont s'entraider, qui vont faire du réseau avec ceux qui ont déjà trouvé un emploi les années précédentes et ceux qui en cherchent aujourd'hui. On fait du réseau avec les entreprises et on va au-delà quand c'est nécessaire auprès des demandeurs d'emploi. On les aide, on les appuie dans leur démarche auprès des entreprises qu'on va appuyer et pour lesquels on va présélectionner des profils nous-mêmes pour avoir plus de chances finalement de retrouver un emploi. Clio, quel est le regard de la coach par rapport à ce qu'évoquait Ingrid Bergman, la perte de confiance Alors en effet, je rejoins tout à fait ce que Ingrid partageait avec nous. Mais finalement, ce que je constate depuis 2014, que j'accompagne ces hommes et ces femmes qui composent les entreprises, en mettant toujours uniquement l'accent sur l'humain, les relations et l'organisation, c'est que le point commun, c'est souvent que ça concerne des seniors ou des moins seniors, et quel que soit l'objectif de leur venue dans mon cabinet. En effet, leur point commun, souvent, c'est beaucoup de questionnements, un manque de confiance en soi, un manque de sérénité, un manque de confiance en l'autre aussi, des doutes. Et peu importe qu'elles aient déjà été accompagnées, par exemple en mode thérapie, dans le passé, et peu importe qu'elles aient dévalisé les rayons de notre belle librairie Mola en matière de développement personnel. Donc oui, je rejoins Ingrid. Et bien sûr que si les personnes arrivent à un moment de crise, ça peut être une crise économique, donc par exemple du chômage, un licenciement, ça peut être une crise sanitaire telle qu'on la vit en ce moment, ça peut être une longue maladie, un burn-out ou autre. Ça accentue, ça exacerbe toute la partie émotionnelle et doute. Alors Ingrid, le rapport Belon de 2020 met en lumière que à la fois le niveau de diplôme permet une bonne insertion professionnelle, permet de dérouler une carrière professionnelle intéressante. En même temps, lorsque l'on perd son emploi en ayant, par exemple, une fonction à responsabilité et un niveau de diplôme élevé, eh bien, on met plus de temps qu'une autre personne à retrouver un emploi. Quelles peuvent en être les causes, selon vous ? Je pense que les causes sont plurielles. Elles sont vraiment multifactorielles. Il peut y avoir le métier, comme la posture de la personne et ses démarches, mais il y a également ses interlocuteurs en face, les entreprises ou les structures qui sont recruteuses, qui vont jouer. Il va y avoir plusieurs facteurs. La durée de recherche d'emploi, effectivement, est très différente en fonction des âges et la plus longue est celle des seniors, à savoir on approche les 2 ans en moyenne de recherche d'emploi pour les plus de 50 ans, puisqu'on est à 660 jours maintenant sur l'année 2020 et on n'a pas encore T4, le dernier trimestre, donc ça risque d'être encore en croissance. On était déjà de toute façon dans l'ordre de 650 jours l'année dernière, donc ce n'est pas la crise sanitaire simplement, c'est un phénomène important. On est plutôt en gros sur 1 an de recherche d'emploi en moyenne pour tout demandeur d'emploi et 2 ans pour les seniors. Vous voyez, l'écart est majeur. Si on exclut le sujet de cadre ou non cadre, il est lié à la fois à la posture des entreprises qui cherchent essentiellement des personnes qui ont entre 2 et 10 ans d'expérience, et donc par là même qui exclut des personnes en lien avec leur âge, puisque au-delà d'un certain âge, on a nécessairement plus de 10 ans d'expérience. C'est un phénomène, j'allais dire, habituel, standardisé au sein des entreprises, qui leur permet de s'assurer d'une certaine maturité dans le poste, tout en ayant un niveau de salaire qui ne soit pas trop élevé. En dehors de l'Île-de-France et des postes de siège où on cherche un très haut niveau d'expérience, mais on parle de 5% des postes, et encore moins dans certaines provinces, on a donc des démarches qui ne correspondent pas à un recrutement de seniors au départ. Mais on a également effectivement des démarches et des postures qui peuvent ne pas non plus toujours correspondre au niveau des personnes elles-mêmes qui sont en recherche, qui vont prendre un certain temps à comprendre comment fonctionne la recherche d'emploi aujourd'hui, comment se positionne aujourd'hui le marché de l'emploi pour elles-mêmes se positionner
comme j'allais dire, le demandeur d'emploi standard. Et donc, cette difficulté-là génère un laps de temps important pour retrouver, mais qui fait perdre en employabilité aussi. Plus le temps passe, plus il est difficile de trouver un emploi, puisque l'employeur va se poser des questions sur cette durée de recherche, pour quelles raisons la personne n'a pas trouvé. Et c'est là toute la complexité. Après, si on parle de la partie cadre ou non cadre, il peut y avoir des difficultés à tous les âges. C'est complexe quand on est cadre et senior de retrouver, parce qu'il y a moins de postes de cadre que de non-cadre, bien entendu, mais en plus de ça, en seniorité, on va être souvent sur des postes de direction, des postes à responsabilité, donc le volume d'offres est encore inférieur. Et on accorde en plus dans les postes à responsabilité souvent une priorité aux gens en interne qui veulent prendre en charge une équipe. On fonctionne beaucoup comme ça en France. Donc, il y a peu d'espace en fait pour les postes à responsabilité. Et il y a aussi des difficultés sur les postes non cadres, et c'est complexe, notamment parce qu'il peut y avoir un phénomène d'usure sur les postes en forte demande et en forte offre, notamment les secteurs en tension. On a des secteurs en tension qui peuvent être parfois des métiers difficiles, comme je sais pas, la logistique par exemple, ou les secteurs de la santé. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% des personnes qui ont une RQTH ont plus de 50 ans. Effectivement, après un certain nombre d'années de travail, il se peut que la personne ait été usée par son métier, ne puisse plus l'exercer, doive se reconvertir. Donc, ça crée des difficultés pour elle pour trouver un emploi, bien entendu. Mais également qu'elle puisse continuer à exercer son métier, mais dans des conditions un petit peu plus compliquées. Et donc, ça aussi entraîne des conséquences sur ces démarches de recherche d'emploi, bien entendu, sur son souhait de retrouver certains emplois, une certaine stabilité, puisque en général, avec l'expérience, on recherche surtout des CDI. Ce sont souvent les jeunes qui acceptent les CDD. Mais il faut savoir que 85 à 90% des offres d'emploi aujourd'hui sont en CDD, voire en intérim. Et donc, nécessairement, ça restreint leur potentiel pour retrouver, si elles restent sur ce type d'emploi, même si c'est tout à fait louable et normal, que c'est ce qu'elles recherchent et ce qu'elles attendent en premier lieu. Oui, c'est tout à fait légitime, mais ça peut être explicatif de cette durée de non-emploi qui en est la conséquence. Et c'est la raison pour laquelle, dans un épisode précédent, on parlait de s'ouvrir à des formes d'emploi alternatives pour éviter justement d'être dans une période de non-emploi trop importante qui devient préjudiciable dans le déroulement du CV. Clio, tu souhaitais ajouter quelque chose à ce sujet, je crois. Oui, moi je voudrais apporter un autre éclairage sur ce qui peut expliquer que les seniors vivent un temps de chômage beaucoup plus long. Ce qui m'apparaît important, et pour le coup là, on va aller du côté de l'humain, c'est-à-dire son développement intrapsychique, c'est de jeter un coup d'œil sur son état émotionnel au fil des mois qui passent et des difficultés matérielles, économiques, psychologiques, sociales, relationnelles qui arrivent de plus en plus souvent, eu égard à sa peur, souvent sa peur de perdre, sa peur de manquer. Souvent, le senior quitte un job. Alors, ça peut être licenciement, ça peut être, peu importe les raisons. Et vite, veut retrouver un autre job, un autre emploi. Et vite, veut entrer à nouveau en fonction. Mais dans le fond, il y a souvent un deuil à faire d'abord. Terminer correctement, de faire le deuil de ce qui s'est passé pour pouvoir se relancer véritablement positivement dans l'acceptation, en ayant digéré et surmonté ce qui a pu se passer de très difficile avant de se relancer dans de nouvelles fonctions. Donc cette notion de deuil et de terminer correctement les choses pour commencer autre chose correctement me semble vraiment importante. Ensuite, il y a une notion de résilience, c'est-à-dire que on n'est pas tous égaux devant les difficultés et les épreuves de vie. On les surmonte, on les dépasse pas tous de la même façon, et parfois même on les surmonte ou on les dépasse jamais.
Et donc, on reste quelque part un petit peu bloqué dans le passé et on rumine dans sa roue du cochon d'Inde, ses difficultés, sans pouvoir vraiment se relancer de manière très sereine dans autre chose et notamment dans cette recherche d'emploi qui est vraiment exigeante. Donc finalement, dans quel état est le senior et n'importe quel autre candidat, quel que soit son âge? Est-ce qu'il ou elle se pose les bonnes questions? Est-ce qu'il ou elle est au clair avec ses réelles motivations profondes, ses besoins, ses valeurs? Est-ce qu'il ou elle a clarifié, a identifié ses enjeux de vie, à la fois personnels et professionnels? Qu'est-ce qui le motive vraiment? Et c'est là que se faire accompagner par une structure d'aide au retour à l'emploi comme WeJob ou par un coach professionnel ou même pourquoi pas par un thérapeute si on est trop rattrapé par ces épreuves du passé, c'est là que se faire accompagner prend tout son sens pour vraiment clarifier, identifier là où j'en suis aujourd'hui et ce que je veux et où je veux aller véritablement, plutôt que de faire vite, vite, vite et de prendre tout et n'importe quoi. Alors là, je rebondis parce qu'effectivement, merci Clio, parce que c'est exactement ça. Quand on arrive sur le marché du travail, qu'on soit senior ou pas, en l'occurrence, je suis senior, on a effectivement cette précipitation. C'est vite, vite, vite retrouver un travail, vite, vite, vite retrouver un statut, presque une raison d'être, presque une raison de vivre, parce que ça fait des années qu'on travaille et qu'on se décrit presque à travers nos jobs aujourd'hui. C'est un peu triste, hein, d'une certaine manière. Si on est très focalisé sur son travail, on va être très attaché à son travail, à son job, à son statut, à son activité tout simplement. Faire le deuil, je trouve que c'est vraiment important, effectivement, Clio. Terminer ce qui s'est passé, analyser si on en a besoin, effectivement, et passer doucement à autre chose, en tout cas tourner la page et faire un point. Et moi, je ne l'ai jamais caché, je suis coachée aujourd'hui. Ça m'a permis de passer toutes ces étapes-là et puis de me remettre, ou en tout cas de me mettre gentiment, doucement, mais sérieusement dans ma recherche d'emploi, de la structurer. Alors, on en a déjà parlé de comment j'ai structuré ma recherche d'emploi aujourd'hui. C'est une vraie routine, c'est un vrai travail. Mais aujourd'hui, à 53 ans, je vais répéter l'âge, même si ça agace certains, j'ai lu quelques commentaires. Ça m'a permis de structurer ma recherche, de savoir aussi ce que je souhaite, mais aussi ce que je ne souhaite plus. À 50 ans, 45 ans et plus, quand vous êtes, et moi je ne parle aujourd'hui que des personnes expérimentées, donc qui se trouvent dans la même situation que moi aujourd'hui, on n'a peut-être plus envie de certaines choses et on a peut-être bien raison de ne plus avoir envie de ces choses-là et d'avoir envie de se sentir vraiment bien dans le prochain job et de faire de cette période, de cette ornière, de cette période un peu d'écueil, une perspective optimiste sur le prochain job, c'est peut-être le job. Alors, j'ajouterais à ce que tu as dit tout à l'heure, Laurence, il y a 30 secondes, que finalement, quand on perd un emploi ou quand on quitte un emploi, quelles que soient les raisons, on quitte un rôle, on quitte une fonction, on quitte une identité. Et donc, quand on se retrouve sans cette identité qui nous occupait souvent entre 7 et 15 heures par jour, on est perdu. Et donc, l'idée de se faire accompagner pour clarifier qui je suis et qu'est-ce que je veux et où je veux aller, c'est aussi l'idée de se reconstruire une identité et pas uniquement une identité professionnelle. J'ai aussi une identité en tant qu'homme ou femme dans la famille, dans le couple. J'ai aussi un rôle, une identité amicale, sociale. Donc cette notion d'identité est importante. Donc ce serait peut-être notre premier conseil du jour, se donner du temps pour faire le deuil de la période passée et se tourner vers ses futurs possibles. Parce que le premier écueil peut être soi-même et la précipitation dans laquelle nous sommes de retrouver le plus vite possible quelque chose qui nous structure. Nous pouvons être le premier écueil pour nous-mêmes, mais peut-être pas que. Je viendrai bien sur la notion de compétences et de compétences techniques, les hard skills, avant de venir tout à l'heure aux soft skills.
Ingrid, euh, diagnostiquez-vous, parfois un problème de compétences obsolètes parmi les personnes que vous accompagnez, quoi? Alors, j'ai envie de dire, c'est une question de personne, ce sujet. C'est pas une question d'âge. C'est extrêmement important de le dire parce qu'on peut être développeur web à 30 ans et avoir des compétences obsolètes si on n'a pas du tout suivi comment les langages évoluaient depuis 5 ou 6 ans, admettons qu'on soit sorti d'école. Heureusement, bien entendu, dans ces métiers, les gens savent et se forment petit à petit, etc. C'est vrai pour tous les métiers. Et on va avoir effectivement parfois des personnes qui n'ont pas les compétences en phase avec leur métier, leur marché, peut-être parce qu'elles-mêmes n'ont pas eu la bonne formation et parce que surtout, très souvent, l'entreprise ne lui a pas permis de se former. Il faut voir que le tissu des entreprises qui recrutent aujourd'hui, la plupart d'entre elles sont des PME, hein, les grandes entreprises recrutent peut-être parfois des volumes importants, mais finalement sont extrêmement minoritaires dans les nouveaux emplois qui existent sur le marché du travail aujourd'hui. Ce sont des entreprises qui ne bénéficient pas toujours de l'appui RH suffisant pour pouvoir savoir comment former leurs collaborateurs et qui, du coup, peuvent parfois les laisser sur les compétences qui existent à l'instant T. Et donc, 10 ans plus tard, effectivement, il peut y avoir un décalage. On le voit d'ailleurs que les personnes plus seniors sont moins formées en entreprise, hein. Il y a un décalage, je crois, on perd 15% de formation entre les seniors et le salarié standard. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi là-dessus une discrimination qui est faite au sein des entreprises, malheureusement, parce que ça paraît plus logique de former quelqu'un qui est moins expérimenté, sauf qu'effectivement, il faut bien travailler sur le fait d'avoir des compétences qui soient à jour par rapport au marché. Nous, on a le cas typiquement chez nous de personnes qui vont être assistantes administratives ou secrétaires, alors qu'on attend aujourd'hui d'une personne qu'elle soit en capacité de maîtriser les outils bureautiques pour pouvoir diffuser de l'information, la mettre, j'allais dire, la contextualiser et la mettre en forme pour pouvoir la diffuser. Parfois, on attend même d'elle, dans certaines entreprises, qu'elle puisse le gérer au travers des réseaux sociaux, alors qu'on a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui ne savent pas utiliser ces outils-là. Heureusement, aujourd'hui, il existe de nombreuses façons, si l'entreprise ne nous a pas permis de le faire dans le temps, de se former à ce genre de choses en peu de temps. Sur les compétences plus techniques métiers, j'allais dire pour des compétences pointues, c'est également une question de profil de personne et je pense à des ingénieurs en chimie, etc. Évidemment, les choses évoluent dans le temps. C'est une question de personne et également d'entreprise. Et voilà, il faut vraiment penser très vite s'il y a un décalage avec le marché de l'emploi à se former et à aller voir les interlocuteurs qui vont permettre de bénéficier de formations. Beaucoup sont maintenant gratuites ou en tout cas finançables ou partiellement finançables pour pouvoir évoluer dans ce métier. Alors, on en a parlé la dernière fois, hein, effectivement, Ingrid. J'invite les chercheurs d'emploi aujourd'hui à se former, à se mettre vraiment à jour. Je sors de 3 semaines de formation, donc je comprends tout à fait. Il faut vraiment être en phase avec le marché, avec ce dont les entreprises ont besoin aussi et ce peut-être à quoi elles auront besoin plus tard. Donc, se préparer, mais ne serait-ce que pour vous, moi, c'est intéressant. Donc, on avait parlé, on avait dit qu'il y avait Open Classroom, LinkedIn Learning. Et rapprochez-vous de Pôle emploi. Ils ont des programmes pour financer une partie des formations dont peut-être vous auriez besoin. Oui, si on veut être plus précis sur ce volet-là, il y a donc le volet de formation à distance dont on a parlé, Open Classroom, qui fait beaucoup de choses gratuites et d'autres qui le sont moins mais qui sont certifiantes, donc très intéressant également sur un CV. Et on peut le faire à distance, mais il y a aussi tout le volet de formation lié au CPF qui est utilisable quand on est en recherche d'emploi. Et il y a également tous les dispositifs de formation qui existent par le biais de Pôle emploi, des acteurs de la formation. Un certain nombre sont financés par les entreprises et d'autres conjointement par l'État, la région notamment. La région Nouvelle-Aquitaine est très engagée en matière de formation sur des métiers en tension, par exemple. On peut faire des formations en étant en entreprise, en étant rémunéré.
On peut avoir des personnes qui sont en apprentissage, en alternance et voilà, qui vont avoir parfois le SMIC, voire même plus sur certains métiers, c'est possible. Parfois, c'est un petit peu plus complexe. Voilà, tous les dispositifs existent. Il existe aujourd'hui des dispositifs qu'on connaît peu avec des acronymes compliqués comme les AFPR, les POE, mais qui permettent de faire des grandes choses, voire de se reconvertir complètement pendant plusieurs mois en étant financé. Donc, on a vraiment pluralité des possibilités. Il faut s'informer auprès de tous les acteurs et on trouve les réponses. Ingrid, est-ce que vous savez, vous, si les entreprises sont encouragées à faire former leurs collaborateurs ou est-ce qu'elles auraient un frein à faire former? En fait, il y a un encouragement au sens l'entreprise doit avoir un certain niveau de dépenses par rapport à sa masse salariale, mais ensuite, elle répartit ses dépenses comme elle le souhaite. En France, il faut savoir que les enveloppes sont encore assez faibles en termes de budget. Moi, j'ai été RH en entreprise, donc je peux vous le dire, quand on avait un budget déjà de 1 000 € par collaborateur, on était souvent heureux et il n'est pas équitablement réparti, c'est la difficulté. Donc, on a mis des barrières. Il faut qu'on puisse proposer au moins une fois tous les 5 ans une formation à quelqu'un. Mais une fois tous les 5 ans, en fonction des métiers, des périodes, ça peut être faible. Et 1 000 €, Oui. si c'est parfois le prix d'une journée de formation dans certains métiers, vous voyez qu'on se forme à peu de choses. Donc, il faut qu'il y ait aussi un volontarisme de l'entreprise et j'ai envie de dire aussi de chacun. On maîtrise tous notre carrière aussi par rapport à l'investissement qu'on y met. Et c'est ce que vous disiez, on peut aussi se former à distance sur certaines choses. On peut aussi, et moi j'encourage les gens à être bénévoles, des fois on apprend énormément de choses. Je connais des gens qui se sont formés à la gestion de projet bénévolement, qui était une corde qui manquait à leur arc par exemple. Et c'est extrêmement important de pouvoir évoluer. Il y a plusieurs façons de le faire, il ne faut pas hésiter. Et je rajoute même, il existe un dispositif qui s'appelle l'immersion quand on est en demandeur d'emploi, qui nous manque une compétence. Je pense à des gens typiquement qui travaillent dans la communication. J'ai appris à faire de la communication print, papier, et je ne suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Et bien, on peut aller faire une immersion pendant quelques semaines, quelques jours. C'est possible, c'est gratuit. Il suffit de trouver l'entreprise et ça se trouve, et bien entendu, pour pouvoir aller chercher, compléter cette compétence et montrer également la pratique de cette compétence dans la réalité de l'entreprise. Clio, un point sur ses compétences, on va dire dures, avant de venir aux compétences douces. Alors, ce dont je me suis rendu compte pendant mes 20 années dans le privé, mais ce dont je me rends surtout compte depuis 2014, dans le cadre de mes activités au sein de mon cabinet, c'est que les gens ne sont pas toujours conscients de leurs lacunes. Je m'explique. Elles ont une expertise métier et une expérience de l'entreprise, une compréhension du fonctionnement de l'entreprise extraordinaire. Mais quand je les mets en exercice de me montrer comment ils s'y prennent, tout d'un coup, je me rends compte que ils savent pas comment prendre une décision, ils savent pas comment analyser une problématique, ils savent pas travailler avec les autres. Et finalement, tôt ou tard, dans son expertise métier, on fait pas les choses qu'avec les mains ou qu'avec la tête. Et à un moment donné, il y a aussi une façon de prendre un peu du recul sur la situation pour exercer son expertise métier mieux, de façon plus qualitative. Donc voilà, en fait, en bref, c'est est-ce qu'ils sont vraiment conscients de leurs forces et de leurs faiblesses en termes d'expertise métier? Moi, je dis non. La plupart du temps, d'ailleurs, je constate que lorsque je les accompagne sur l'élaboration de leurs projets professionnels, parfois, ils ne savent pas mettre en avant leurs compétences, ils ne savent pas valoriser leur expertise métier. Donc là, il y a un vrai progrès et un vrai accompagnement à faire sur la valorisation de leur expertise métier. En fait, souvent, la vision que chacun se fait de son métier est liée à l'expérience précédente qu'on a pu avoir dans les entreprises concernées. Et si ces entreprises-là ne sont pas représentatives de l'actualité sur le marché de l'emploi, c'est là que l'écart se creuse.
Et c'est cette difficulté-là, c'est de pouvoir en prendre conscience. Donc, en étant effectivement auprès de structures comme les nôtres, qu'il est possible de mesurer éventuellement s'il y a un écart ou pas. Il y a des tests qui existent également, et il y a aussi beaucoup d'entretiens. Nous, on encourage les personnes et on les aide à trouver aussi comment tester leurs compétences auprès d'entreprises et de structures qui sont sur ces métiers pour pouvoir voir si elles sont bien dans la course, quel que soit le métier. Hein. Si vous avez été couturière pendant 10 ans, vous avez arrêté de travailler pour élever vos enfants. Aujourd'hui, d'une part, les postes ont pu être délocalisés sur d'autres régions, voire à l'étranger. Hein, beaucoup de choses se font à l'étranger. Mais également, aujourd'hui, une modéliste, elle va travailler sur ordinateur avec la Chine, en langue anglaise la moitié du temps, pour mettre en place les patrons des nouveaux modèles. Ce n'est pas du tout ce qu'on pouvait imaginer il y a 20 ans. Ce n'est pas le même métier. Donc, on peut aussi avoir des déphasages en lien avec ça, quel que soit le niveau d'études de départ, puisque là, on parle de niveau bac, hein, concrètement de compétences. Dans la logistique, beaucoup de choses se font maintenant sur tablette, sont informatisées. Il y a énormément de réglementations à avoir en tête sur beaucoup de choses. Donc, en fait, voilà, les métiers évoluent beaucoup. Et plus rapidement que par le passé, il faut aussi se mettre en lien avec les compétences actuelles pour pouvoir avoir toutes ces chances. Alors, il y a ça, je suis d'accord, hein, effectivement, et je suis d'accord avec Clio quand elle dit qu'on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que quand on est dans son job précédent, comme dit Ingrid, on est dans une espèce de ronron, une espèce d'habitude de travail parce qu'elle est adaptée à l'entreprise dans laquelle on est à ce moment-là. Et on n'a pas forcément pensé à s'updater, comme on dit, se mettre à jour ou à se former. Et petit à petit, il y a comme ça un petit peu une obsolescence de nos connaissances, de nos compétences. Et je pense qu'effectivement, on ne se rend pas compte une fois qu'on arrive sur le marché du travail qu'on est un petit peu en décalage. Moi, je l'ai ressenti quand j'ai repris les annonces et que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est ça ton métier maintenant. C'est pas ce que tu faisais forcément il y a quelques mois. Ton métier a beaucoup évolué. On dirait que tu t'es endormi pendant 1 an ou 2. Et ça m'a fait beaucoup de mal de le reconnaître. Et ça m'a poussé et ça m'a boosté pour me former à ces nouvelles techniques, même ces nouvelles technologies. Et du coup, ça a rendu cet aspect-là, on va dire vexant, hein, parce que je me disais, mince, moi, je pensais quand même être bonne dans mon métier, être forte et tout. Et en fait, j'avais des lacunes parce que mon monde du marketing et de la communication avait évolué entre-temps. Mais l'entreprise dans laquelle j'étais était à des milliers d'années de ces besoins-là. Sauf que les entreprises aujourd'hui sont sur des besoins bien spécifiques en termes de marketing et de communication digitale. Bien, merci pour ce point sur les compétences. Ce sera peut-être le deuxième conseil du jour, se benchmarker en permanence. Autre question que j'adresse à la coach, est-ce que la prédictivité de l'expérience passée préjuge de la performance future? Je m'explique. Une entreprise, lorsqu'elle a un besoin de recrutement, peut avoir tendance à rechercher les candidats qui ont fait exactement ce job-là, soit dans le même secteur d'activité, chez des concurrents par exemple, d'où l'intérêt d'aller chasser chez ses concurrents. Mais moi je me dis, il y a peut-être cette dimension, on se rassure en allant rechercher exactement l'expérience passée. Or tout à l'heure nous parlions de créativité, nous parlions aussi que l'humain est capable d'expériences diverses dans son parcours de vie. Et donc, est-ce que ce n'est pas un peu limitant de se référer à l'expérience passée pour prédire une performance future? Alors là, Loïc, tu ouvres la porte à un vaste débat auquel je pourrais prendre part de manière très énergique et revendicatrice. Alors, je vais essayer de répondre quand même calmement. Pour moi, selon moi, une entreprise, et j'en ai connu bon nombre,
ces 2 dernières décennies, qui recrute un candidat en se basant uniquement sur le passé, sur ses résultats passés, ne cherche qu'à se rassurer. Le souci qui se pose aujourd'hui et qui s'est posé, ces 20 dernières années, alors majoritairement, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je dis que c'est une grande majorité, c'est que les entreprises, à aucun moment, finalement, ne demandent ou rarement demandent aux candidats: «OK, mais dans le fond, vous êtes qui vraiment?» Quand est-ce que les entreprises demandent aux candidats: «Mais vous, vous rêvez de quoi? Et vous voulez aller vers quoi? Et vous avez vraiment envie de nous apporter quoi? Et de le faire comment?» Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on va créer, co-construire l'avenir ensemble et pas non et non pas refaire le passé. Donc ça mériterait que les entreprises, reçoivent les candidats en changeant de tonalité, en regardant plutôt ce qu'elles veulent gagner, développer avec le candidat, une fois recruté, plutôt que de qu'est-ce que le candidat a fait dans le passé qui nous rassurerait et des chiffres et des chiffres et des chiffres. Parce qu'on ne veut pas refaire le passé, on veut développer l'avenir. De la même façon que quand mes clients viennent me voir, souvent ils me disent: «Ah bah Clio, aidez-moi à réduire, à stopper, à supprimer parce que je ne veux plus de ça». Bah oui, mais dans le fond, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez développer? Vers quoi vous voulez aller? C'est quoi l'enjeu fondamentalement? À quoi vous voulez aboutir? Qu'est-ce qui vous donnerait de la sérénité, de l'enthousiasme, de la joie profonde? Et comment vous voulez, faire ça avec les autres? Donc, changeons la tonalité de nos entretiens. Permettons au candidat de parler aussi de, qui il est vraiment, de ses rêves, de ses projets de vie, qui vont dénoter autrement mieux ses qualités comportementales et relationnelles. Alors nous parlions compétences, je voulais vous parler compétences douces également. Nous parlons beaucoup des fameuses soft skills. Alors Clio, les soft skills, les compétences douces, qu'est-ce que c'est et pourquoi on en parle tant aujourd'hui? Pourquoi est-ce aussi important, ou ça semble être aussi important, dans les process de recrutement? Alors, on va faire un petit peu d'histoire rapidement. Pourquoi on en parle tant? Parce que, nous vivons une époque formidable, mais extraordinairement déstabilisante et chamboulante et pas que depuis, une petite année avec la crise sanitaire, et économique, générée. Mais, d'abord et avant tout à cause de la transformation numérique qui a profondément modifié notre paysage économique et nos rythmes de vie, tant personnels que professionnels. Et donc ça concerne tout le monde, toute la population. Mais c'est surtout au sein de l'entreprise que ça prend tout son sens, puisqu'on passe entre 7 et 15 heures en poste, en fonction, qu'on soit un dirigeant ou qu'on soit un salarié. Et donc, autrefois, quand on avait un emploi pour la vie, qui évoluait guère, hein, on rentrait dans une entreprise et on y faisait toute sa vie. Parfois, on montait de quelques échelons ou de plusieurs échelons, mais on y passait toute sa vie. Et donc, on capitalisait avant tout sur ses formations d'origine, son savoir-faire métier et ses diplômes quand on en avait. Eh bien, aujourd'hui, tout ça, ça a été complètement révolutionné. Aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que nos compétences techniques, ces fameuses hard skills, ne suffisent plus à contrebalancer la toute-puissance technologique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les entreprises exigent, demandent, espèrent des compétences qui sont finalement de plus en plus éloignées de l'expertise métier, de la formation à l'expertise métier. Et ce sont ces fameuses soft skills, c'est-à-dire des compétences comportementales et cognitives. L'entreprise attend donc ces fameuses soft skills qui vont permettre de s'adapter aux différents contextes offerts par l'entreprise, offerts par l'économie, dans ce contexte donc de mondialisation. Donc ça, c'est la partie historique pour comprendre comment on en arrive à ces soft skills. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, grâce aux neurosciences, donc l'étude du cerveau, de la façon dont on apprend, de la façon dont on se développe, et grâce à l'étude des organisations, on a des pistes pour changer et pour nous adapter. Et c'est là qu'on parle, à côté des soft skills, des 8 formes d'intelligence
Est-ce que vous avez entendu parler des 8 formes d'intelligence? Probablement que non. On a toujours dit que l'être humain, il était intelligent quand il savait lire, parler, écrire et compter en termes de mathématiques. Eh bien, il n'y a pas que ça. Les 8 formes d'intelligence, elles sont bien sûr linguistiques, logico-mathématiques, elles sont musicales, elles sont naturalistes, elles sont visuelles et spatiales, et puis corporelles, ce qu'on dénomme kinesthésiques, et elles sont également intrapersonnelles, donc ce qui se passe à l'intérieur de moi, et interpersonnelles, c'est-à-dire ce qui se passe en relation avec les autres. Alors, comment on en arrive aux soft skills? Parce que l'idée, c'est quand même de refaire le lien entre les 8 intelligences multiples et les soft skills. Eh bien, en fait, c'est le développement de ces compétences intra- et interpersonnelles, c'est-à-dire de compétences comportementales et relationnelles, qui permettra aux hommes et femmes qui composent l'entreprise eh bien, de mieux s'intégrer, de trouver un emploi, des fonctions qui correspondent à leur motivation et à leur expertise, et puis de gagner également en performance, en productivité, en qualité de vie au travail. J'imagine que tout ça vous surprend. Oui et non. Donc du coup, plus on est expérimenté, plus on a pu exploiter, expérimenter ou entraîner ces différentes compétences, et plus on a un atout sur quelqu'un qui a moins d'expérience et donc un âge moins avancé que le sien. Moi, j'ai envie de dire oui. Pourquoi? Parce que vivre en entreprise, c'est relever des défis. C'est se compléter mutuellement au sein de l'équipe pour développer la cohésion, la coopération, décider, agir ensemble. Mais c'est aussi la vie en entreprise, c'est aussi avoir confiance en soi, avoir confiance dans les autres, développer son autonomie, développer son intuition pour mieux gérer son temps, pour prendre des décisions plus justes et pertinentes, pour gérer son stress, pour gérer les conflits. Donc oui, on a intérêt à développer ces compétences comportementales et relationnelles que sont les soft skills. C'est vrai, hein, c'est ce qu'on trouve effectivement. Globalement, on a moins de complexité, de difficulté de posture avec des profils plus expérimentés que l'on peut retrouver, nous, par rapport à d'autres profils, puisqu'on accompagne des cadres, mais aussi des jeunes, on accompagne des personnes de quartiers prioritaires, donc tout type de métier, d'âge et de situation. Je ne veux pas qu'on caricature et qu'on rentre dans le stéréotype, mais en tout cas, une chose qui est tout à fait faisable de travailler, c'est l'adaptabilité, l'agilité. Et on l'attend d'une personne qui va être d'autant plus expérimentée qu'a priori, elle peut avoir eu plusieurs emplois, plusieurs façons de rebondir dans sa vie. Si elle n'a pas eu cette opportunité-là, il va d'autant plus falloir qu'elle le démontre. Et c'est une des choses qui va permettre à l'entreprise de pouvoir se dire qu'elle va pouvoir l'embaucher et avoir une chance de pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec elle, puisque l'entreprise elle-même va devoir s'adapter régulièrement. L'autre point fort qu'on retrouve souvent chez les seniors, c'est la fiabilité. On a peu de difficultés sur les retards. Voilà, sur certains métiers aujourd'hui, c'est très très compliqué parce qu'on va avoir des personnes qui arrivent en retard dans l'emploi, mais dont dépend le reste des salariés, par exemple. Mais la fiabilité, c'est aussi sur ses livrables quand on est cadre. Est-ce que je suis capable d'envoyer mon cahier des charges à temps par rapport à un marché public qui doit être rendu, etc. C'est à tous les niveaux, en fait. Donc ça, c'est 2 points forts que les seniors peuvent développer et qu'elles peuvent mettre en avant. Il y a aussi tout l'aspect relation client. C'est tout le relationnel avec les équipes en interne, avec les autres salariés, de savoir travailler ensemble, savoir s'exprimer et valider ensemble, savoir échanger, synthétiser des informations. Ça, ce sont des choses qui peuvent être très utiles dans énormément de métiers différents et donc qu'on peut retrouver dans ces profils-là, ou en tout cas qu'on peut essayer de mettre en avant dès l'instant où on les retrouve. Voilà, il faut simplement être vigilant parce qu'on essaye de toujours mettre des stéréotypes sur les uns et les autres. Les jeunes ne sont pas toujours en retard, les seniors ne sont pas toujours à l'heure. Je le précise parce que je le vis dans mon quotidien et c'est important. Voilà. En tout cas, l'adaptabilité sera
très utile dans le futur, quel que soit l'âge et le métier. Presque tous les métiers aujourd'hui évoluent très vite. Alors, je compléterai ce que Ingrid vient de dire, ou plutôt j'ai envie de synthétiser ce que Ingrid vient de partager avec nous de la façon suivante. Ces soft skills, qui sont donc des compétences en savoir-être et en savoir-faire relationnel, elles se répartissent finalement dans 3 catégories. Il y a les soft skills qui me concernent moi. Il y a les soft skills qui concernent moi et mes relations aux autres, donc nous ensemble. Et puis il y a les soft skills qui concernent la façon de s'organiser, proprement dit, au travail. Moi, je voudrais juste savoir une chose. J'entends bien que les entreprises attendent des soft skills par rapport et des hard skills. Hein, j'ai pas de souci là-dessus. Je me dis toujours quelle est la part d'importance accordée à l'un et à l'autre et comment, même en 3 entretiens, ils vont réussir à déterminer que vous avez les bons soft skills pour cet emploi-là et pas un autre. Alors j'ai envie de dire, les soft skills, elles vont être mesurées de différentes manières. Il y a le comportement pendant tout le processus de recrutement de la personne. Est-ce que la personne est réactive? Est-ce qu'elle arrive à l'heure aux entretiens? Comment elle se comporte? Est-ce que leur relation est bonne? Est-ce que son échange, quel que soit le type de personne, quelqu'un qui est d'un secteur proche du sien, techniquement parlant, il va savoir adapter son langage, mais quand il travaille et qu'il échange avec une personne des ressources humaines, est-ce qu'il va savoir aussi adapter son langage par des tests également. Il y a un certain nombre d'entreprises qui font passer des tests aux personnes. Il va y avoir également la période d'essai qui va être un moment clé une fois que la personne est entrée en entreprise pour le faire. Parfois, il y a des entreprises et sur un certain nombre de métiers qui vont mettre la personne en situation avant de lui faire signer son contrat de travail. Sur les métiers de commerciaux, ça existe beaucoup. Sur des métiers très simples où on va proposer à des personnes une reconversion, on va faire aussi des mises en situation et des MRS, on appelle ça, c'est une méthode de recrutement par simulation. On va tester à la fois des aptitudes techniques, même si la personne ne connaît pas encore le métier, mais est-ce que, par exemple, manuellement, elle a une faculté à agir rapidement sur un phénomène. Mais on va aussi tester ces compétences comportementales, ces soft skills, pendant l'ensemble, les 2 heures, par exemple, où elle va mettre en situation son métier. Voilà, donc il y a plein de démarches possibles. Je suis d'accord avec vous que sur un certain nombre d'entretiens plus standards, et notamment chez les cadres, on le relève peut-être moins, puisqu'on attend que leurs soft skills, elles soient naturellement relativement bonnes, et qu'elles aient déjà été pas toujours le cas. validées au travers de leur diplôme. Mais ceci dit, il y a toute la fonction managériale qui va être un élément important des soft skills, qui sera certainement testé pour les cadres dès lors qu'ils sont en situation, effectivement, et en expérience de manager. Clio, comment mesurer les soft skills selon toi? Les soft skills, elles ont été définies par Alain Labruff avec l'AFNOR, l'Association française pour la normalisation. Alain Labruff a défini ces soft skills de manière exhaustive dans un livre d'ailleurs qui est disponible. Et en fait, oui, elles se mesurent. Basiquement, il y a ce que je découvre et que je commence à mettre en œuvre, en place. Et puis ensuite, il y a ce que j'affine. Et puis ensuite, il y a un niveau expert. Et donc, chaque soft skills se décline en termes de sous-compétences. Par exemple, la résolution de problèmes, la pensée critique, l'intelligence émotionnelle, la prise de décision, l'écoute et l'empathie, la gestion du stress, l'adaptation, etc. Et c'est très bien fait. Vraiment, je vous invite à vous référer à son ouvrage qui s'appelle Savoir-être. Alain Labruff. Voilà comment on les mesure. Donc, ça n'est pas empirique. Maintenant, il y a quand même une part de subjectivité. Je vous l'accorde. Mais c'est très loin d'être empirique. Alors Clio, en 2021, quelles sont peut-être les soft skills les plus importantes? Alors, on sait quelles sont les soft skills les plus attendues par les entreprises. Dans le désordre, la résolution de problèmes,
donc la pensée critique, la créativité, l'intelligence émotionnelle, la prise de décision, la gestion du temps et des priorités, l'écoute, l'empathie, la capacité d'adaptation, le goût du challenge, l'esprit d'équipe, la coopération. Ça, c'est les soft skills les plus attendus. J'ai tendance, pour ma part, parce que d'abord, on est souvent limité par le temps, à mettre l'accent, que ce soit en formation pour adultes ou en formation dans des écoles de commerce, avant tout sur le développement de la créativité, la motivation, l'affirmation de soi, les émotions naturellement, puisque nous sommes des êtres d'émotions qui nous mettent en relation aux autres et qui nous poussent à l'action. Donc ces émotions, c'est vraiment capital. Et puis je mets également l'accent sur la gestion du stress, l'écoute, l'empathie, la résolution de conflits, la gestion du temps, la prise de décision et le discernement. Voilà, c'est sur quoi je mets majoritairement l'accent, parce que je vois que quel que soit l'âge, c'est là que les personnes ont véritablement besoin de se renforcer. Ingrid, par rapport à cette liste longue, moi je parlais d'un trio de tête ou d'un quintet. Ah, trio de tête, pardon. Alors, juste, Gestion du temps, prise de décision et émotion. Ça, c'est le trio de la coach. Le tiercé gagnant d'Ingrid. moi, j'ai envie de dire l'adaptabilité que l'entreprise va rechercher chez chacun, la capacité à travailler et à gérer sa relation avec les autres, les clients et l'équipe. Donc ça regroupe un peu effectivement la gestion des émotions notamment. Nous, on a ajouté un atelier sur la gestion du stress et la gestion des conflits, parce qu'effectivement, ça peut poser de grosses difficultés en entreprise pour différentes raisons en fonction des âges de la vie. Il n'y a pas que les jeunes qui rentrent en conflit, il n'y a pas que les seniors, tout le monde peut être concerné en fonction de sa situation. Et ensuite, effectivement, tout ce qui est lié au sens critique, à la gestion du temps, en fonction des postes, va être plus ou moins important. Et donc après, ça va vraiment dépendre du métier des personnes, que on va le travailler plus ou moins fort. Voilà. Tout à fait. Alors, je vous propose de finir sur des notes tout à fait positives. Nous avions introduit le début de cet épisode en constatant la longueur du temps de recherche d'emploi. Mais en même temps, Ingrid, je crois que WeJob dispose d'un process tout à fait efficace, puisque vous constatez des taux de retour à l'emploi tout à fait significatifs, même après 6 mois. Alors oui, on a effectivement fait d'ailleurs une étude d'impact pour voir si ce dispositif était peut-être différent et plus efficace que d'autres. Et on est à 70% de retour à l'emploi à 6 mois, ce qui est très fort par rapport à ce type de public, mais également parce qu'on met des moyens spécifiques. On a un programme qui est complètement adapté à ce qu'on vient de se dire, à mettre les personnes en cohérence entre leur métier, leur parcours et le marché, à leur donner tous les outils des démarches, comment on fait nos démarches aujourd'hui, avec quels outils, comment utiliser les réseaux sociaux, par exemple. Vous voyez, des choses qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans ou encore moins il y a 20 ans, quand moi-même j'ai commencé à faire des recherches d'emploi. Comment aussi montrer que l'on est adaptable, comment mettre en avant ses soft skills, comment mettre en avant ses compétences. Il y a énormément de vocabulaire qu'on vient d'employer qui ne sont pas en fait le vocabulaire commun de tous les jours de chacun. Donc tout le monde ne met pas le même sens derrière compétences, par exemple. C'est important de savoir bien faire son CV, même si c'est pas je veux pas que ça soit le centre, mais c'est le premier contact. Et le contact qui va faire qu'on est en haut de la pile par rapport à d'autres CV et qui va faire qu'on va être ensuite en entretien. Donc il est majeur malgré tout. Après, on va également travailler sur le collectif, ce que j'expliquais au tout début, que les jobbers puissent travailler entre eux, qu'ils puissent du coup reprendre confiance en voyant les succès des autres, en voyant ce qui est possible et qui marche, et également en s'appuyant sur le réseau des jobbers et le réseau des entreprises que nous avons en interne. Et on a un service spécifique en ce qui nous concerne, à savoir qu'on positionne des personnes nous-mêmes en entreprise. On sait que leurs démarches vont pouvoir avoir un impact, mais qu'il ne va pas suffisamment modifier la donne par rapport à cette discrimination que les entreprises véhiculent par le biais de ces années d'expérience qu'ils demandent. Et donc, pour changer la donne et avoir du résultat,
on va nous-mêmes passer cette barrière des entreprises, les contacter quand on voit qu'elles recrutent, ce que ça peut être sur des métiers qui concernent nos jobbers. Et on a à peu près la moitié des postes en fait qui vont être trouvés dans ce cadre. Ce qui explique les résultats et ce qui évidemment n'est pas fait pour tout type de public. Et ça permet effectivement d'avoir de belles histoires. On peut avoir des personnes tout simplement qui ont pu se positionner en emploi par rapport à des démarches qui leur paraissaient un petit peu complexes et un temps de recherche qui leur paraissait long, avec une perte de confiance. Mais on va aussi avoir des personnes qui vont oser se projeter vers de nouveaux métiers et qui n'osaient pas le faire parce que cette recherche est complexe et se projeter vers un nouveau métier, ça a des conséquences peut-être de formation, mais aussi d'être dans un nouvel environnement, nouveau secteur d'activité et qui paraît plus difficile avec l'âge. Je peux parler je ne sais pas, est-ce qu'on a plusieurs centaines de personnes, hein, mais Marie Hollande, par exemple, qui travaillait sur la QHSE, donc en fait, c'est tout ce qui est lié à la qualité, à l'environnement au travail, etc., et qui n'arrivait pas à trouver de poste stable, n'avait pas pu travailler depuis des mois et qui a finalement trouvé un joli contrat. Elle est venue nous apporter une bouteille de champagne quand ça s'est fait, tellement elle était heureuse de ce dénouement auquel elle ne croyait plus quelques mois avant. Mais on a aussi Franck qui est venu nous voir parce qu'il travaillait, il était commercial dans la grande distribution, il faisait beaucoup d'animation commerciale, donc des contrats qui sont parfois des CDI d'usage à la journée ou de l'intérim sur 10 ou 15 jours. Il cherchait un CDI depuis des années, ça faisait au moins 4 ou 5 ans qu'il l'attendait et il ne l'espérait plus à 55 ans. Et heureusement, ça s'est fait, il était heureux. Mais voilà, si on parle de reconversion, par exemple, tout à l'heure, j'ai expliqué le cas d'une assistante administrative, Marina, qui quelque part cherchait autre chose que ce métier-là. On voyait son potentiel, mais elle n'osait pas aller vers d'autres métiers. Et aujourd'hui, elle est chargée de relations clients chez un bailleur social. Et elle est heureuse parce qu'elle est en relation tous les jours avec les clients et avec les locataires. Donc, elle a vraiment fait un virage de métier, tout simplement par rapport à des soft skills qu'elle avait déjà et des compétences métiers qu'elle avait déjà, mais qu'elle ne connaissait pas. C'est un métier qui ne faisait pas partie de son cadre de vie. Ou alors d'autres personnes. On a Gilbert qui a été restaurateur pendant des années et auparavant qui avait été opérateur en logistique. Mais la restauration n'était plus pour lui parce que l'âge avait un peu complexifié le temps et en fait, il a fait le choix, après qu'on lui ait proposé, d'entrer à la SNCF. Et il est ravi aujourd'hui d'être au contact des clients. Il en est très heureux. Vous voyez, donc c'est très divers. On peut entrer sur des métiers dans des fonctions très, très différentes. Là, je parle de profils non cadres, principalement, hein, parce que c'est la masse, c'est 90% des personnes, mais on a exactement le même sujet hein, sur des profils de cadres. Je me rappelle d'un informaticien qui lui, était en désespoir pour un problème de compétences parce qu'il travaillait sur des AS400. Alors, pour ceux qui font de l'informatique, ça va leur parler, mais c'est des matériels en hardware qui ne s'utilisent plus beaucoup aujourd'hui. Il fait du développement web, donc il est de nouveau dans l'informatique. Et il a acquis de nouvelles compétences. Il m'a parlé d'Angular il y a quelques temps parce qu'il est passé chez nous il y a 2 ans, mais je l'ai eu au téléphone il y a 3 semaines. Donc voilà, il a réussi à rebondir et avec ces compétences de base-là, développer de nouvelles compétences parce qu'une entreprise lui a fait confiance en lui permettant, en étant embauché, de développer et de se former à de nouvelles choses. Donc ça aussi, c'est possible. Et ça nécessite vraiment beaucoup d'aller au-devant des entreprises, que ça soit le demandeur d'emploi ou que ça soit la structure d'accompagnement, quelle que soit la démarche. Voilà, il faut oser aller les voir et on trouve à la fin, en général, quelque chose qui existe, bien sûr, et qui peut nous correspondre. Mais pour ça, voilà, faut démultiplier les démarches et oser aller vers l'entreprise. Pas simplement en envoyant un CV. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est les contacter, chercher des interlocuteurs, utiliser les réseaux sociaux, aller sur les forums d'emploi, faire du dépôt de CV. Enfin, vous voyez, les démarches sont très diverses et possibles en fonction des métiers. Elles sont plus ou moins pertinentes. Il ne faut pas hésiter à le faire. Alors Clio, Ingrid nous a donné la recette de WeJob pour un accompagnement efficace. Je m'adresse à la coach. Quelle recette pour un accompagnement efficace? Alors, la coach, d'abord, et ça correspond aussi à la définition du coaching professionnel,
tel que l'entend la Fédération internationale du coaching, elle ne va mettre l'accent que sur l'humain, les relations interpersonnelles et l'organisation. L'idée, c'est que lorsque j'accompagne un client, je vais l'amener, je vais lui permettre, grâce aux entretiens, de développer sa résilience et sa posture, de travailler sur son stress, sur ses émotions, de développer son dialogue, son intelligence collective, de développer son autonomie et son intégrité. Et donc, je l'amène à réfléchir sur ses besoins fondamentaux, sur ses valeurs et sur ses motivations profondes. Et ça commence par là. En fait, ça répond à la question: qui suis-je véritablement? Et c'est là peut-être que la personne va se rendre compte qu'elle veut changer radicalement de vie, changer radicalement de job. C'est une possibilité. Ou que tout d'un coup, elle va s'apercevoir qu'elle a suivi les traces, le chemin qu'on lui avait tracé, sa famille, son entourage, ses enseignants, mais qu'en fait, c'est pas ça du tout qu'elle veut. Donc d'abord, on répond à la question: qui suis-je? Ensuite, j'amène mes clients à exprimer leurs émotions, à comprendre ce qui les anime. On est toujours dans le registre émotionnel et je les amène à partager avec assertivité, donc avec affirmation de soi, dans l'écoute, dans la présence, dans l'empathie. Je les amène à partager leurs émotions avec leur entourage. Parce qu'après tout, les relations aux autres et la communication, ça passe d'abord par les émotions. Et puis enfin, troisièmement, on a parlé tout à l'heure des soft skills sur lesquels je mettais principalement l'accent. Eh bien, j'amène mes clients, que ce soit en individuel ou en collectif, à travailler sur la prise de décision. Comment je m'y prends? De quoi j'ai besoin? Je les amène également à travailler sur leur objectif, c'est-à-dire ce qu'ils veulent atteindre, développer, gagner. Et c'est ce que j'appelle, dans mon jargon technique, l'objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et posé dans le temps. Parce que ça, souvent, finalement, quand on demande aux gens, bah, tiens, travailler sur tel ou tel dossier, bah, en fait, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils le font de manière empirique, en puisant dans leur automatisme. Mais il n'y a rien qui soit vraiment très clair. Voilà, à mon sens, les premières recettes d'un accompagnement efficace. Et je dis bien les premières recettes puisque on est vraiment sur le développement intrapsychique de la personne, on est sur le développement de ses relations aux autres et sur son organisation. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la posture de la coach n'est pas d'être une sachante. Alors, en effet, en tant que coach professionnel certifié par la Fédération internationale de coaching, je ne sais rien. Mes clients, ils savent tout. Ils sont experts de leur vie. Mais moi, je ne sais vraiment rien. En revanche, j'ai dans ma besace des outils, des approches que je vais partager avec eux pour les aider à savoir, c'est-à-dire à rendre conscient. Le coaching, en fait, c'est un art du questionnement. C'est un processus de découverte dans lequel j'assiste mon client dans ses rapports à son problème. Et donc, je l'aide à une meilleure compréhension de ses situations, de sa crise, de ce qu'il traverse, qui est inconfortable et insatisfaisant. Et je l'amène à trouver des solutions créatives à l'intérieur de lui-même, d'elle-même, et à les appliquer en responsabilité. Le coaching est très axé sur la vie professionnelle et personnelle en termes de définition d'objectifs, de génération de résultats et de gestion du changement. Donc, j'aime bien dire à mes clients, qui sont souvent choqués d'ailleurs, que je n'échange pas mes solutions ni mes vérités contre leurs responsabilités et leur liberté. Ingrid, vous travaillez dans l'accompagnement, vous constatez un certain nombre de choses sur le terrain. Est-ce que vous auriez des pistes de solutions, des conseils à prodiguer à nos gouvernants pour améliorer la situation? Alors, je vous remercie de cette question parce que c'est vrai qu'elle nous est rarement posée. Il ne s'agit pas de conseils peut-être, mais peut-être de pistes. Et moi, je travaille sur des sujets en transversal, en national avec le collectif emploi et je suis prête à ce qu'on soit plusieurs à réfléchir à ces questions.
pour moi, sur le sujet des seniors, en ce qui concerne ce sujet-là, il y a un sujet vraiment majeur sur cette non-discrimination qui est à mettre à l'ordre du jour, c'est cette barrière maximum de compétences d'expérience, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que on doit mettre des annonces en ce sens? Il est question aussi de savoir que l'entreprise n'est pas omnisciente, ne sait pas tout faire en matière de ressources humaines et qu'on ne peut pas lui demander de toujours tout savoir. Et je pense qu'il serait pertinent aujourd'hui de se poser la question de comment former à la non-discrimination de manière gratuite. Ça me paraît être un rôle que l'État pourrait porter de différentes manières. On peut faire des choses en e-learning aujourd'hui, des choses qui ne sont pas toujours onéreuses, mais que chacun sache comment faire et quoi ne pas faire, quoi éviter de faire. Et également, on peut envisager, il y a eu des choses qui ont été faites sur l'aide à l'embauche, mais qui sont souvent malheureusement trop sectorisées sur une petite tranche de personnes ou alors presque ajoutant à la discrimination. Donc, il faut y réfléchir autrement. Mais là, il y a un dispositif, par exemple, Un jeune, une solution qui existe, qui pourrait très bien être réfléchi différemment pour d'autres publics comme les seniors, mais pas forcément uniquement. Il faut aussi réfléchir à la problématique des contrats d'apprentissage. Aujourd'hui, ils sont réservés aux jeunes. On est obligé de passer par d'autres types de contrats. Pourquoi ne peut-on pas se former, se reconvertir à tous les métiers avec les mêmes types de dispositifs et y accéder dans les mêmes conditions? Parfois, ça nous empêche, pour certains âges, de pouvoir bénéficier de certaines formations et ça marche dans les deux sens. Il faut évidemment communiquer, travailler les stéréotypes parce qu'on voit bien que ça dépasse l'univers de l'entreprise. Tout un chacun vit avec des stéréotypes sur la société et les âges. Et donc, il faut le travailler. En France, il est très fort. On est ancré dans ce mode de fonctionnement qui nous simplifie la vie, mais qui nous fait faire beaucoup d'erreurs. Donc, c'est important de le travailler. C'est aussi au niveau managérial, par exemple, qu'on doit le faire en entreprise et pas simplement qu'au niveau RH. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses. Il y a également les dispositifs de facilitation à l'embauche en entreprise qui sont aujourd'hui trop méconnus, qui permettent de former les personnes quand il manque une compétence, qui sont valables pour les seniors comme pour d'autres, et qu'il faudrait véritablement mettre en avant. Faciliter aussi la compréhension aux entreprises. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous, on passe toute notre énergie à leur réexpliquer toute cette complexité, alors que finalement, on peut faire des choses simples et que tout le monde le sache sans passer nécessairement par des structures comme les nôtres. Ça permettrait de le diffuser plus amplement et ça fluidifierait le marché du travail. Merci Ingrid pour toutes ces propositions. J'imagine aisément que Laurence est tout à fait d'accord avec vous, que tout le monde espère que vous serez ardemment écoutés. Je vous souhaite, Ingrid, Laurence et Clio, une excellente journée. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cet épisode, riche en conseils, en réflexions. Je pense que les personnes qui nous écoutent auront matière à se booster dans leur recherche d'emploi. Merci beaucoup à vous Loïc, c'était un très bel environnement d'échange et j'espère qu'on aura d'autres moments avec de nombreux acteurs sur ce sujet qui le méritent. Merci Loïc. Merci Loïc, merci Clio, merci Ingrid. À bientôt. Merci à bientôt Laurence et Ingrid.